second sujet qu'on s'apprête à aborder ensemble, Bernard, c'est justement celui de la confiance dans le cloud. Donc d'un côté, vous me dites ne faites confiance aux personnes en matière de cybersécurité, et de l'autre, faites-nous quand même confiance quand il s'agit de nous confier vos données pour les stocker. Bref, c'est un peu un exercice schizophrène auquel on est en train de se livrer sur ce plateau, mais justement, aujourd'hui, la question de confiance, elle est cruciale en matière de stockage des données. Évidemment, elle est renforcée par un contexte réglementaire et un débat qu'on a quasiment livré sur la place publique tout au long de la saison dernière sur les questions de privacy, les questions de RGPD et ces questions de compliance sur lesquelles l'ensemble des entreprises qui collectent de la donnée doivent se rendre accountable auprès des autorités en la matière. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à garder confiance, justement, dans l'informatique en nuage, dans le cloud? Alors la confiance, c'est clair, ça ne se décrète pas. Ça se mérite, dans tous les cas. Donc on ne peut pas gagner la confiance de ses clients, sachant que, évidemment, on la perd en une fraction de seconde, qu'à partir du moment où on a accumulé l'ensemble des éléments nécessaires à porter à leur connaissance pour effectivement mériter leur confiance. Donc le premier critère, c'est évidemment la transparence. On doit être transparent sur ce que l'on fait. Donc typiquement, quand on parle de conformité, la conformité, ce n'est pas juste pour être conforme à un certain nombre de règles. Donc il y a effectivement un certain nombre de règles, comme le RGPD dont on parlait à l'instant, qui effectivement, là, est une exigence légale. Donc on est conforme à la loi et la question ne se pose même pas. Par contre, il y a toute une série d'autres exigences, comme par exemple la conformité à des normes comme ISO 27001 en matière de sécurité, 27018 en termes de respect de la vie privée, etc., auxquelles on se rend conforme parce que c'est la seule façon que l'on ait de démontrer à nos clients notre bonne volonté, puisque derrière, cette conformité va être attestée par un auditeur indépendant et que les rapports d'audit seront fournis de manière transparente à nos clients. Donc en fait, la confiance, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Il faut la mériter. Donc la façon dont on la mérite, c'est à travers la transparence, la conformité à un certain nombre de normes et standards, et ensuite la documentation de cette conformité à travers une véritable transparence des rapports d'audit. Est-ce que là aussi, il y a une corrélation à trouver, ou d'ailleurs à chercher d'abord au départ, entre les outils d'intelligence artificielle et le cloud? Est-ce qu'on peut, du coup, alléger ou réussir à mettre en forme tout un certain nombre de process dans le stockage d'informations et de données via l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'il n'y a vraiment pas de corrélation à chercher sur ce coup-là? Ah si, le cloud aujourd'hui, sans l'intelligence artificielle, ne pourrait plus fonctionner. Il faut juste avoir un chiffre en tête. On collecte chaque jour, 6500 milliards d'événements de sécurité dans le cloud, dans notre cloud. Ah ouais. 6500 milliards. Quand on dit événements de sécurité, ça veut dire des tentatives d'intrusion? Pas forcément tous les événements de sécurité qui sont enregistrés par le système. Ça peut être des tentatives de connexion parfaitement légitimes comme des tentatives de connexion parfaitement illégitimes. D'accord. Et donc en fait, cette volumétrie est telle que si on imagine d'utiliser uniquement des processus manuels qui consistent à faire remonter sur une console en rouge les événements qui posent problème, inutile de dire que ce n'est pas une armée qu'il faut, on embauche la moitié de la Terre pour être capable de gérer ce genre de choses. C'est bien, on n'a plus à traverser la rue pour trouver un emploi, on peut aller directement chez vous. Sur ce plan-là, je suis d'accord que c'est une solution à la problématique de l'emploi. Pas forcément très économique, mais c'est une solution. Donc du coup, en effet, l'intelligence artificielle peut nous aider à aller beaucoup plus vite en matière de remontée d'incidents et d'événements et de pouvoir réagir plus rapidement, là aussi, quand il y a un processus de cybersécurité à mettre en place à l'autre bout de la chaîne. En fait, ce qu'on construit autour à la fois de tous les utilisateurs, de tous les terminaux qui sont connectés, de tous les événements de sécurité qu'on collecte, sachant que ça peut être aussi des objets connectés, c'est ce qu'on appelle un graphe de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on réunit à l'intérieur d'un graphe toutes ces informations. Et c'est à travers la capacité qu'on a de requêter ce graphe que l'on permet à la fois de contextualiser les demandes d'accès dont je parlais tout à l'heure, et d'autre part qu'on a la possibilité d'appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont avoir la possibilité de déterminer s'il y a un problème en cours. Donc l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus fondamental et honnêtement, ça n'ira qu'en s'accélérant parce qu'on a atteint une telle échelle qu'on ne peut plus fonctionner sans l'intelligence artificielle. C'est impossible.
Qu'est-ce qu'on voit comme développement à venir, justement, dans cette collaboration, confiance et cette corrélation confiance et intelligence artificielle? Quels sont les outils auxquels on peut penser dans un futur qui, pour le coup, va être très proche? En fait, il y a plein d'outils qui d'ores et déjà commencent à voir le jour et qui sont amusants à décrire. Donc je vais Amusez-vous, vous êtes je ici vais chez me vous. livrer à cette description rapide, mais c'est un exemple qui est intéressant. Aujourd'hui, on se rend compte que, notamment dans l'environnement Azure, où on héberge des machines virtuelles, il y a un certain nombre d'attaques qui sont aussi réalisées par des méchants qui utilisent, entre guillemets, les machines virtuelles pour attaquer. C'est normal, le cloud, ça sert aussi bien aux gentils qu'aux moins gentils. Hein, c'est malheureusement inévitable. Et donc, en fait, pour attaquer, bien souvent, ils vont utiliser des scripts. Ces scripts, ils vont en général les obfusquer. Donc, en fait, les dissimuler, faire en sorte que le code du script en question soit totalement incompréhensible. Et donc, en fait, le problème auquel on a été confronté il n'y a pas très longtemps, c'est comment détecter des scripts malveillants. Et on a une idée originale qui consiste à utiliser ce qu'on appelle de l'apprentissage, au sens machine learning du terme, par transfert. On a été capable d'entraîner des modèles de manière très très efficace pour faire de la reconnaissance d'images, qu'aujourd'hui l'ordinateur est capable de faire dans beaucoup de cas mieux que l'humain. Et en fait, on a eu l'idée de transformer un script en image et d'appliquer les mêmes algorithmes de machine learning, d'où cette notion d'apprentissage par transfert. On transfère un algorithme qui a été utilisé pour reconnaître des images vers un algorithme qui reconnaît les scripts malveillants. Et donc, en fait, même si on a modifié 2-3 bits dans le script malveillant pour le rendre impossible à détecter, on va dans la réalité le reconnaître parce que l'image sera extrêmement voisine d'une image malfaisante. Et donc, en fait, grâce à cette technologie, aujourd'hui, on arrive à détecter les scripts malveillants qui sont exécutés sur des machines virtuelles dans Azure qui n'ont absolument aucune raison de l'être parce que ce sont effectivement des scripts malveillants. Et c'est donc du coup un premier exemple très concret d'application. Si on s'amuse encore plus et si on pense à d'autres types d'applications, encore une fois, dans ce maillage, dans ce mariage entre intelligence artificielle et sécurité et question de confiance, à quoi d'autre est-ce qu'on peut penser ? On peut penser par exemple au sempiternel problème de l'anti-malware. Celui qui tourne sur les PC, les tablettes, etc., où on essaye d'éliminer la présence de malware des postes de travail. En fait, aujourd'hui, on utilise des technologies qui couplent à la fois de l'intelligence artificielle qui s'exécute sur le terminal lui-même et aussi de l'intelligence artificielle qui s'exécute dans le cloud. Donc en fait, si on détecte à un moment donné qu'un morceau de code malveillant, un morceau de script qui est embarqué dans une page HTML, par exemple, est potentiellement malveillant, on va avoir la possibilité de détecter ça en local, mais sans être capable de se prononcer de manière finale sur le fait qu'il s'agisse d'un code vraiment malveillant ou pas. Parce qu'un des gros problèmes de tous les antivirus, c'est à la fois la problématique des signatures, dont on sait depuis longtemps qu'à la fois elle est relativement inefficace, et puis d'autre part, de toute façon, il faut la mettre à jour en permanence, et donc on finit par être dans une logique où on passe plus de temps à mettre à jour que vraiment à lutter contre les malwares. Et donc en fait, on va avoir la possibilité de transporter ce code malfaisant dans le cloud pour l'installer dans une machine virtuelle un peu particulière qu'on appelle une machine à détonation, dans laquelle, comme son nom l'indique, on va faire détonner le malware. C'est-à-dire que quelque part, on va l'allumer, si j'ose dire, et on va faire en sorte qu'on observe dans la machine virtuelle quel est son mode de fonctionnement et est-ce qu'il est effectivement malveillant, est-ce qu'il va chercher à modifier des choses, etc., etc. Et en fonction du cas, on va déterminer le caractère vraiment malveillant de ce malware, qu'on l'on exécutera ou pas, en fonction du fait qu'on ait déterminé son inéquité ou pas. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on va coupler de l'intelligence artificielle sur le poste de travail, de l'intelligence artificielle dans le cloud, pour permettre à la fois de détecter de manière très très rapide, de quelques millisecondes, l'existence d'un malware sur le poste de travail. Mais quand on a un doute, on se pose la question, on admet qu'éventuellement, ça prenne quelques secondes de pouvoir déclarer qu'il s'agit d'un code malveillant, mais du coup, ça permet d'éviter les éternels faux positifs, où en fait, on dit qu'un
code est un malware, alors que dans la réalité, il n'en est rien, et que du coup, ça rend l'expérience utilisateur extrêmement désagréable. Mais juste pour bien comprendre ce principe de détonation, finalement, on met in vitro ça. un malware, on voit ce que ça donne. Il faut le faire sur toute une série de malwares, ou est-ce qu'en gros, il faut se dire, actuellement, il y a une période où on sait que ceux-là sont là, et on va essayer de faire en sorte d'en voir l'empreinte. Alors, en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, l'intérêt d'avoir un cloud opéré à l'échelle planétaire, c'est que quand un phénomène est en train de se déclarer à Singapour, on a la possibilité, 5 minutes après, de bloquer le même phénomène à Paris. Et ça, seul un cloud opéré à l'échelle mondiale le permet. Et d'autre part, on va effectivement, dans certains cas, se dire, ce malware, il ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu, mais je ne suis pas absolument sûr, je n'ai pas une réponse à 100%, et donc on va demander au cloud de l'aide, en quelque sorte. Donc on va compléter les algorithmes dont on ne veut pas qu'ils s'exécutent en prenant un temps infini sur le poste de travail, parce que le poste de travail, il est quand même censé faire autre chose que de s'assurer qu'il n'y a pas de malware. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a très peu d'anti-malware qui s'exécutent sur les téléphones, parce que malheureusement, sur un téléphone, exécuter un anti-malware, ça consomme énormément d'énergie, et donc en fait, on ruinerait les batteries si on avait à avoir en permanence à écouter les malwares potentiels qui arrivent. Et donc, du coup, on est dans une logique dans laquelle on utilise de la manière la plus intelligente le complément entre ce qu'on sait exécuter en local sur le poste de travail et ce qu'on sait exécuter dans le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, téléphone, tablette, c'est pas encore tout à fait ça en termes de sécurité par rapport à des postes type PC, dont on connaît bien la mécanique. Tablette, c'est à peu près la même chose qu'un PC, en fait. Celui que vous avez là juste devant, là, ça s'appelle une surface, et puis ça tourne Windows, en fait. Donc, mais sur un téléphone mobile, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu d'anti-malware qui sont dans la réalité déployée, parce qu'effectivement, il y a moins de malware parce qu'on a l'immense chance, dans le cas du téléphone, pas pour longtemps, d'être protégé par le réseau de l'opérateur. Avec la 5G, on va pouvoir discuter parce que malheureusement, là, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi la 5G va changer quoi Parce qu'en fait, en 5G, on sera en direct sur IP. Donc, on a potentiellement des risques qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que les risques qu'on a aujourd'hui sur la téléphonie mobile traditionnelle. Donc aujourd'hui, une sorte de pare-feu aujourd'hui qui est celui de l'opérateur pour l'instant. C'est ça. Donc, réussir à faire la même chose, c'est-à-dire, vu des opérateurs, faire ce qu'on appelle de la virtualisation de fonctions réseau, donc en particulier virtualiser un pare-feu, virtualiser un antivirus, etc., en proximité du terminal, mais pas sur le terminal lui-même. C'est ça le véritable enjeu de la 5G, et c'est un sujet sur lequel tous les opérateurs travaillent, mais c'est un véritable défi. Tout à l'heure, on parlait finalement des avantages d'avoir un cloud global pour avoir une réponse beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile en matière de cyberattaque ou de cybermenace. Et finalement, pendant très longtemps, on a eu ce débat incroyable sur la propriété des données et sur la gouvernance des données dans le cloud souverain. Alors, est-ce que ce débat est tranché aujourd'hui entre cloud souverain ou cloud global? Chacun a ses partisans. Est-ce qu'il y a finalement désormais une réponse en la matière qui est la plus appropriée? Alors déjà, il y a un sujet sur lequel les choses sont très claires, en tout cas pour ce qui nous concerne. Les données appartiennent aux clients, point. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Les données sont produites par nos clients, elles sont la propriété de nos clients. Ensuite, le débat, cloud souverain, etc., c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des siècles à débattre, mais honnêtement, on n'a que 5 minutes. Je pense que la façon raisonnable d'appréhender ce problème, c'est de construire des clouds hybrides dans lesquels finalement on a un cloud privé sur lequel on va traiter des données qu'on considère comme étant des données dites souveraines, et sur le cloud public, on traitera les autres données qui ne sont pas considérées comme étant souveraines. Dans un tel contexte, on arrive, si possible, à quelque part atteindre le meilleur des deux mondes en n'ayant pas un cloud souverain qui coûte beaucoup plus cher et qui, quand on regarde le succès des clouds souverains français, reste quand même à démontrer, ne serait-ce que sur le plan économique. Mais par contre, on répond effectivement à une exigence qui est une exigence imprescriptible des États, qui est effectivement de garder une certaine forme de souveraineté sur les données qu'ils considèrent comme étant essentielles. Donc les deux, mon général, la réponse se trouve dans le consensus et dans l'hybride, si j'ai bien compris. C'est ça. Autre question qu'on a aussi commencé à émailler tout à l'heure dans ces questions de transparence, dans ces questions de cloud et dans ces questions de cybersécurité. Vos clients, quand ils viennent vous voir, forcément, ils ont plein de raisons différentes de le faire, mais ils veulent à la fois
qu'on respecte leur privacy, qu'on respecte leur sécurité, que vous soyez compliant dans la façon dont vous traitez les données, et que tout ça se passe finalement en toute transparence. Est-ce que c'est pas de l'ordre de la schizophrénie aujourd'hui de devoir proposer ces solutions qui, elles aussi, doivent être hybrides à l'ensemble de ces clients? Alors, le besoin de cloud hybride ne concerne pas forcément tout le monde, mais si on est réaliste, la plupart des systèmes d'information aujourd'hui tournent chez les clients. Donc, sauf à imaginer une baguette magique qui permettrait de faire transitionner tout ce qui est chez le client en direction du cloud, il y aura forcément un temps inexorable, voire incompressible, pendant lequel il y aura une structure hybride. Donc, l'hybridité, c'est juste La le normalité. bon sens. Il n'y a rien d'étonnant, en fait, d'être hybride. Ensuite, on peut se dire, certains types de traitements peuvent aller entièrement dans le cloud public et on n'en parle plus. Ensuite, ça dépend effectivement des structures des entreprises, de leurs exigences de conformité réglementaire, de leur susceptibilité par rapport à tel ou tel sujet, des questions qui sont malheureusement des questions qui ne relèvent pas forcément du rationnel, mais plutôt de l'irrationnel et de la perception. Pourquoi? Parce qu'il y a là aussi un manque de compréhension de ce que ça veut dire Oui, aujourd'hui? peut-être, mais honnêtement, l'irrationnel, ça fait partie de l'humain. Donc, après tout, ça n'a rien de choquant. On n'est pas en face d'une intelligence artificielle qui ne raisonnerait que de manière parfaitement pragmatique et logique. Damien, une dernière question avec vous. Moi, je reviens sur les utilisateurs. On disait tout à l'heure que finalement, il y avait le problème, c'était peut-être entre la chaise et le clavier, ou l'écran, c'est ce qu'on dit régulièrement. En 2018, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est pas... il y a encore besoin d'améliorer encore le niveau de sécurité. Comment arriver à faire en sorte que, outre les bonnes pratiques, que les entreprises aujourd'hui arrivent à faire prendre conscience aux utilisateurs qui sont peut-être le premier maillon de la chaîne de la sécurité? Vous savez, je pense que la pédagogie repose sur la répétition, le comique de répétition. Je pense que c'est malheureusement inexorable. À la fois parce que les menaces évoluent, et donc en fait, même aujourd'hui, par exemple, certaines attaques de phishing sont tellement bien faites que réussir à détecter à l'œil qu'il s'agit d'une attaque de phishing, même pour un spécialiste de la sécurité, c'est pas toujours facile. Évident, tout à fait. Donc honnêtement, il est nécessaire de continuer de former et d'informer les utilisateurs. Ça reste toujours une nécessité. Et il reste aussi à former et à informer les comités de direction et d'une manière générale le top management des entreprises parce qu'ils ont aussi leur mot à dire dans les décisions qui sont prises en matière de cybersécurité. Cet effort de pédagogie qui est donc toujours nécessaire, quelles que soient les étapes du maillon de la chaîne, justement, pour remonter à des bons principes en matière de cybersécurité et de confiance. Oui, mais je pense que ça ne s'arrêtera jamais, en fait. À partir du moment où on a... Vous avez donc un emploi à vie. Oui, c'est ça. C'est une façon de voir. Non, je pense que le sujet de la sécurité, honnêtement, depuis que l'homme est homme, il y a des bons, des méchants, des gendarmes, des voleurs, enfin, etc. Il n'y a aucune raison de penser que dans le cyberespace, ça va subitement disparaître. D'autant plus que, pour être très honnête, dans le cyberespace, quand on commet un délit, les chances pour qu'on soit vraiment puni sont très faibles. Marjorie, je vous ai posé une question Bien un sûr. peu noire. Quid de l'IA, justement, sur le côté attaque? Donc, autrement Bien dit, sûr. l'utilisation de l'IA pour concevoir des mécanismes de plus en plus performants en termes d'attaque. Ça existe, c'est faisable. On peut s'attendre à quoi? C'est parfaitement faisable. La seule chose qui est, je pense, un tout petit peu difficile, c'est qu'en fait, on dispose, pour une fois, le défenseur a un avantage sur l'attaquant. C'est qu'en fait, le défenseur dispose de beaucoup de données. Donc, en fait, un attaquant, ce qu'il va chercher à faire à travers les quelques données qu'il utilise et qu'il manipule, c'est faire en sorte que l'algorithme soit influencé pour prendre une décision dans un sens un peu différent. Le problème, en fait, c'est que ces données, au sens du poids de ces données par rapport à la foule des données, j'ai parlé de 6500 milliards tout à l'heure, c'est un peu compliqué de lutter. Donc, en fait, il faut générer énormément de données pour réussir à faire en sorte que l'algorithme se comporte différemment. Et générer énormément de données, ça peut reposer par exemple sur une attaque en déni de service, pour prendre cet exemple-là. Mais dans ce cas-là, on va détecter l'attaque en déni de service sur d'autres bases que simplement le fait que ce soit une attaque contre l'algorithme. Donc je ne dis pas que ce soit impossible. Honnêtement, encore une fois, la sécurité, c'est l'école de l'humilité, mais c'est un tout petit peu plus compliqué et pour une fois, l'attaquant a un peu moins d'avantages qu'il n'en a habituellement.
J'ai une dernière question sur les aspects justement déni de service, des DOS, comme on dit, et les objets connectés, l'IoT. On a vu des fois qu'il y a eu des détournements de caméras notamment qui n'étaient pas assez protégés. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de la part des constructeurs aujourd'hui, les concepteurs de ces outils? Alors oui, absolument. Et donc une des raisons pour lesquelles Microsoft a annoncé et lancé sur le marché quelque chose qui s'appelle Azure Sphere, qui en fait est quelque chose que Microsoft n'avait jamais fait, c'est-à-dire un composant hardware, un microcontrôleur. Microsoft n'a jamais commercialisé de composant hardware. Et en fait, l'objectif de ce microcontrôleur, c'est d'avoir à la fois un système d'exploitation, un hardware, une confiance qui est ancrée dans le hardware lui-même pour faire en sorte qu'il soit possible de concevoir des objets connectés en sécurité, ce qui aujourd'hui, honnêtement, est un véritable défi. Donc, une des raisons pour lesquelles on s'est lancé sur ce marché, c'est parce qu'on pense que le potentiel est énorme. Il y a 9 milliards de microcontrôleurs qui sont vendus chaque année. Et donc, la raison pour laquelle on entre sur ce marché, c'est qu'on pense que un des points de blocage de la pénétration des objets connectés dans notre vie quotidienne, c'est la problématique de la sécurité, parce que les entreprises ne veulent pas risquer leur nom, leur marque, très connus sur le marché pour des problématiques de sécurité. Et donc, en fait, on est là pour prendre l'engagement pour le compte de ses clients sur le fait qu'on va sécuriser leur environnement et on va même s'engager à mettre à jour le logiciel de ces composants pendant 10 ans. Pendant 10 ans, le microcontrôleur, le microprogramme sera mis à jour. Donc, finalement, c'est une sécurité hardware. Absolument. On ancre la confiance dans le hardware. Quand je vous disais en début de session que de lourdes responsabilités pesaient sur vos épaules, vous voyez, je ne savais pas jusqu'à quel point, en l'occurrence. Question rituelle, et ça a été un peu notre gimmick tout au long de cette journée, cette première journée sur Expérience TV by French Web. Si je vous dis IA, vous me répondez quoi? IA, pour vous, aujourd'hui, c'est synonyme de quoi? Augmentation de l'humain. Possibilité d'aller au-delà de notre condition, mais sans nous remplacer. On a donc une vision optimiste de l'intelligence artificielle avec vous, Bernard, et surtout une place de l'humain qui est toujours là. Sous réserve d'avoir un minimum de principes éthiques qui gouvernent le déploiement de cette intelligence artificielle. Un des premiers sujets de la journée qui était justement sur l'éthique. On boucle la boucle et c'est parfait. Merci infiniment, Bernard. Un grand merci. Je pense que vous pouvez applaudir Bernard pour son don de pédagogie par rapport à ce sujet très très complexe qui est la sécurité. Merci beaucoup. Merci pour lui.